Salut la Bulls Nation et bienvenue sur French Bulls TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de nos Chicago Bulls. Ça fait un petit moment là que j'ai pas pu en faire et en publier, à peu près 10 jours. Donc là on va pouvoir repartir de manière un petit peu plus concrète. Pour faire un petit résumé de la dernière vidéo, donc on se retrouve maintenant à l'été 2004. John Paxson est devenu le general manager depuis une saison. Scott Skiles est arrivé en cours de saison et même s'il y a eu du mieux, l'équipe a réalisé une saison moins forte que celle d'avant, puisqu'ils avaient terminé avec 30 victoires, et là, la saison 2003-2004 s'est terminée avec 23 succès seulement, ce qui est le deuxième plus mauvais bilan de cette saison-là en NBA, donc les Bulls se retrouvent avec un bon pic de draft pour essayer enfin de repartir de l'avant, parce qu'on est sur 6 saisons consécutives sans playoff, donc là maintenant il faut quand même monter en puissance et franchir des paliers. Donc Chicago, avec le pick numéro 3 de la draft 2004, sélectionne Ben Gordon, l'arrière de Connecticut qui a été champion NCAA quelques semaines plus tôt. Et puis, avec leurs deux choix au second tour, donc ils prennent déjà Chris Dion avec le pick 38, Chris Dion qui vient de Duke, et avec leur autre pick du second tour, ils montent un trade, donc il n'y a pas que ce pick là qui rentre en compte, mais ils arrivent à monter un trade avec Phoenix, et récupérer leur pick du premier tour pour prendre Luol Deng. Donc lui aussi coéquipier de Chris Dion à Duke. Et ces joueurs-là, donc Ben Gordon qui était champion NCAA, Luol Deng et Chris Dion, ça fait partie d'une... comment dire. En gros, John Paxson veut des joueurs, donc déjà avec évidemment des qualités certaines pour le basket, mais des joueurs qui ont l'habitude de gagner, voilà, qui viennent de programmes où ça gagne, où il y a cette culture de la victoire qui est déjà imprégnée en eux à un jeune âge. Donc voilà, Ben Gordon, il est champion NCAA en titre. Des joueurs qui tournent bien à Duke, c'est quand même un signe intéressant. C'est une des meilleures universités basket quand même. Donc voilà, et c'est aussi dans cette optique-là que John Paxson va chercher Andrés Nocioni, l'Argentin qui a gagné la médaille d'or au JO 2004 justement, notamment avec une grosse victoire sur les USA. Il me semble que c'était en demi-finale. Enfin bref, toujours est-il que voilà, c'est des joueurs qui ont déjà un certain vécu, un certain palmarès. Bon, Nocioni, il est déjà un petit peu plus âgé que les autres, parce qu'il jouait en Europe, il a quand même déjà beaucoup plus d'expérience et de vécu. Puis voilà, donc médaille d'or au JO. Donc voilà, tous des joueurs avec cette culture de la gagne déjà imprégnée en eux pour essayer de faire décoller l'équipe, avec quand même beaucoup de trades et de décisions prises pendant l'été qui laissent un petit peu perplexe. La première, déjà, les Bulls signent un contrat à Jamal Crawford sur 7 ans et ils le tradent. Donc dans la foulée. Alors voilà, il signe un contrat de 7 ans et 56 millions de dollars. Et ensuite il le trade parce que voilà, John Paxson explique que c'est un move pour déjà à l'époque, déjà en 2004, on avait droit à ces discours-là, pour avoir de la flexibilité financière pour le futur, etc. Donc c'est bien de faire de la place tout simplement. Donc Jamal Crawford est envoyé aux Knicks en compagnie de Jerome Williams en échange de Frank Williams, donc un autre Williams, un autre joueur dont j'ai vraiment paumé le nom, Cesari Tribanski, un truc dans le style, mais que voilà, personne sait qui c'est, personne, voilà, c'est pas intéressant. Et surtout Dikembe Mutombo. Et oui, Dikembe Mutombo devient un joueur des Bulls, mais pas pour longtemps, parce que lui il a dit ça m'intéresse pas de venir dans cette équipe, etc. Et il demande à être tradé, et finalement 2 mois plus tard, en septembre, il est de nouveau tradé. Cette fois-ci il est envoyé à Houston en échange de Eric Piatkowski, de Adrian Griffin et de Mike Wills, qui sera coupé dans la foulée. D'autres moves avec le départ à la retraite de Scottie Pippen, à qui il restait pourtant 1 an de contrat. Il était revenu aux Bulls la saison précédente, il avait signé pour 2 ans, mais là, trop de problèmes au niveau du dos, etc. Beaucoup de problèmes de santé, donc il arrête les frais, il prend sa retraite. Et puis, John Paxson arrive à convaincre Reinsdorf de mettre fin au contrat, de racheter les 2 dernières années de contrat qui restaient à Eddie Robinson,
qui avait signé 3 saisons avant et qui a accumulé les blessures, qui a eu plus de blessures que de matchs joués, et qui ne rejouera plus en NBA après ça d'ailleurs. Il aura fait 2 saisons à Charlotte, 3 aux Bulls où il aura été beaucoup plus à l'infirmerie que sur le parquet, et derrière il n'aura plus jamais rejoué en NBA. Et puis Jay Williams, donc, qui avait eu ce fameux accident de moto dont on a parlé dans la vidéo précédente, lui aussi son contrat est terminé après sa 2e saison dans laquelle il n'a évidemment pas joué. Donc les Bulls mettent un terme également à ce contrat-là. Donc voilà, beaucoup de mouvements et de décisions un petit peu bizarres pour l'intersaison. Mais voilà, l'ambition est quand même là pour essayer, voilà, de faire grimper cette équipe avec donc beaucoup de jeunes, encore une fois, à développer, mais avec un petit peu voilà, de culture de la gagne pour certains, et puis un vécu commun qui se met en place. Voilà, l'équipe a vraiment enfin envie de décoller. Il faut que cette équipe-là démarre. Il y a des ambitions de play-off annoncées pour cette équipe, et ça démarre de manière absolument catastrophique. L'opening night, malgré 34 points de Kirk Henrik et 8 passes décisives, Captain Kirk, on va pas mal en parler dans cette vidéo, malgré ça, les Bulls s'inclinent en double prolongation contre New Jersey pour l'ouverture de la saison régulière, et vont débuter par 0 victoire, 9 défaites. Et là, tout de suite, les ambitions, elles en prennent un coup. Avec notamment une défaite de 20 points contre Phoenix, avant un road trip. Voilà, le traditionnel, ce qu'ils appellent le circus trip à Chicago, le circus trip de la côte ouest, parce que voilà, traditionnellement à cette période de l'année, en gros la 2e quinzaine de novembre, c'est le Cirque Pinder qui occupe le United Center, et c'est pour ça que c'est toujours à cette période-là de l'année que les Bulls joue beaucoup de matchs à l'extérieur, et donc notamment à l'ouest, et donc c'est devenu au fil des années, ça s'est appelé le Circus Trip. Seulement depuis le départ de Jordan, Jackson, Pippen, etc. en 98, à chaque fois que les Bulls faisaient ce trip à l'ouest, aucune victoire. 0 victoire, 32 défaites depuis le départ de Jordan et des années glorieuses. Mais enfin, sur ce road trip, grâce à une victoire obtenue en fin de match sur les dernières secondes à Utah, avec des lancers francs importants de Kirk Henrik dans les dernières secondes, les Bulls s'imposent 101-99 à Utah et enfin gagnent un match dans un road trip à l'ouest depuis 98, enfin depuis 97, donc c'était plus arrivé. Donc voilà, ça met enfin un terme à cette série absolument mais catastrophique, avec des défaites mais absolument immondes dans tous les sens. D'ailleurs, même là, avant cette victoire à Utah, il y a eu quelques défaites, 18 points d'écart à Denver et à Phoenix. Voilà, donc ça a été absolument catastrophique au fil des saisons. Donc voilà, une victoire à Utah, mais qui malheureusement ne relance pas grand chose, parce qu'à ce moment-là, les Bulls sont à 1 victoire, 9 défaites, et ça va pas aller beaucoup mieux ensuite. Il y a un match à Dallas début décembre, à domicile en fait, contre Dallas, où Kirk Henrik loupe un buzzer beater pour la gagne, et donc Dallas gagne ce match, et à ce moment-là, les Bulls sont à 4 victoires, 15 défaites seulement, et donc là, les ambitions de playoff qu'on avait annoncées quelques semaines avant, elles ont pris un sacré coup dans l'aile. T'as l'impression que l'équipe a du mal à franchir un cap, un palier, et vraiment progresser. Et c'est à ce moment-là que Scott Skiles est beaucoup critiqué aussi dans sa manière de gérer l'équipe, parce que il annonce tous les systèmes sur le bord de la touche. Il n'y a pas de créativité laissée aux joueurs. C'est vraiment, ils sont presque robotisés. Il fait là tu va ici, va comme ça. C'est lui qui annonce tout, qui depuis le bord de la touche, et c'est un petit peu parfois contraignant pour l'équipe, qui peut pas vraiment laisser parler sa créativité, etc. Et à partir de ce moment-là, après cette défaite contre Dallas, Scott Skiles va un petit peu plus leur lâcher la bride et leur dire innovez un petit peu, faites-vous un petit peu plus plaisir sur le parquet, je vous laisse un petit peu plus de liberté. Et d'un coup, 5 victoires consécutives pour arriver à Noël avec donc 9-15 comme bilan. 5 victoires consécutives dans lesquelles un joueur comme Ben Gordon commence à vraiment prendre ses marques et à enchaîner. Il avait débuté les 3 premiers matchs de la saison régulière dans le 5 de départ. Et tout de suite, il en est sorti, parce que beaucoup de briques, beaucoup d'incertitudes, très hésitant. Et puis aussi, ce qu'il faut avec Ben Gordon, c'est qu'il n'a pas une énorme endurance. Pour tenir, jouer 25-30 minutes, 35 minutes par match, c'est très très compliqué pour lui. Et donc l'idée de Scott Skiles, c'est de le faire débuter les matchs sur le banc,
et le garder frais pour les fins de match. Parce que par contre, là, dans les fins de match, quand ça se joue, il est extrêmement clutch et il va le montrer tout au long de la saison. Ça va être un véritable festival de sa part. Enfin, on va évidemment revenir là-dessus. Mais voilà, dès le mois de décembre, il commence à prendre ses marques. Il claque un match à 31 points à 13 sur 24 contre Minnesota. Derrière ça, il met 3 matchs de suite à 19 points. Début janvier, il claque un match à 27 points, à 5 sur 7 à 3 points contre Détroit. Chicago commence à gagner de plus en plus de matchs. Il y a une victoire de 32 points contre Philadelphie. Et puis il y a ensuite 2 matchs de suite face aux Knicks. 2 matchs consécutifs face aux Knicks. Le premier au United Center avec un scénario un peu fou où les Knicks mènent de 9 points pour débuter le quatrième quart-temps avant que Ben Gordon se mette à enchaîner les paniers, des 3 points, des lay-ups avec la faute, etc. Ce soir-là, il va inscrire 14 de ses 16 points dans le quatrième quart-temps, justement, donc un de ces fameux matchs où il cartonne sur la fin. Chicago revient à 84-84. Il y a une superbe séquence défensive avec une contre-attaque où Eddie Curry met un lay-up et les Bulls passent devant. Et derrière, les Knicks ont la dernière possession et ils se font encore bâcher pour voilà, Chicago remporte ce match-là grâce à un énorme comeback sur la fin. Et 2 jours plus tard, les deux équipes se retrouvent au Madison Square Garden et c'est un petit peu la même chose. New York a 8 points d'avance avec 3 minutes 30 au chrono. Et puis voilà, petit à petit, Chicago revient. Ben Gordon est encore une fois décisif. Nocioni met des paniers clutch aussi. Nocioni égalise à l'entame de la dernière minute. Il y a 86-86. Ben Gordon temporise la dernière possession. Il pénètre et il met une espèce de flotteur, mais à une hauteur folle, mais un truc en cloche, mais de dingue. Et ça redescend dans le panier. Et ça met les Bulls devant avec 0,1 seconde. Et voilà, donc les Bulls s'imposent 2 fois de suite contre les Knicks. Et à ce moment-là, ils se retrouvent presque avec un bilan équilibré. Ils ont gagné 13 de leurs 16 derniers matchs. Et ils se retrouvent à 17 victoires, 18 défaites. Donc là, voilà, les 4-5 premières semaines de la saison régulière, c'était totalement au fond. Et là, les 5-6 suivantes, ça a été l'inversion totale de momentum. Cette équipe est vraiment en train de prendre forme. Défensivement aussi, avec des joueurs comme Tyson Chandler, avec Nocioni qui joue rugueux, qui joue physique, qui aime bien voilà, aller au contact et mettre des tampons quand il faut. Liu Holdeng également, c'est un joueur qui voilà, prend ses marques, notamment défensivement. Eddie Curry, Kirk Henry, Chris Duhon, voilà, ces joueurs-là, ils y vont tous les soirs, ils ont le coffre pour y aller. Et voilà, défensivement, ils se régalent et après, offensivement, ils arrivent à trouver des solutions avec des 3 points dans tous les sens. Et Ben Gordon qui a un rôle de closer, voilà, au baseball on appelle ça le closer, le mec qui rentre à la fin et qui élimine les autres joueurs. Et ben là au niveau basket c'est Ben Gordon quoi, le mec qui rentre à la fin, il rentre des shoots sur tout le monde et il assure les victoires quand il le faut. Donc voilà, cette équipe a vraiment un style plaisant et est en train de monter en puissance. Donc voilà, 17-18 à ce moment-là. Ils arrivent même à la coupure All-Star avec un bilan de 26 victoires, 23 défaites. Donc voilà, un bilan extrêmement positif et voilà, une montée en puissance et un momentum vraiment, vraiment intéressant. À la reprise, Ben Gordon, il met 29 points en 25 minutes pour une victoire en prolongation contre Miami. Et puis derrière, voilà, bon, évidemment, il y a les avantages et les inconvénients de cette jeunesse dans l'équipe. Voilà, il y a pas mal d'inconstances. Voilà, par exemple, début mars, il y a une défaite à domicile de 30 points contre Houston. Mais voilà, il y a aussi cette insouciance et cette fougue de cette jeunesse qui permet, voilà, peu importe qui est en face, tous les soirs, voilà, on y va, on se donne à fond et on cartonne, quoi. Pas longtemps après cette défaite de 30 points contre Houston, il y a une série de 9 victoires consécutives, et à ce moment-là, dont 5 à l'extérieur. Et voilà, les Bulls montent vraiment en puissance au point de terminer quand même la saison régulière avec un bilan absolument hallucinant de 47 victoires et 35 défaites. C'est 24 victoires de plus que la saison précédente. C'est la deuxième plus grosse progression d'une saison à l'autre dans l'histoire des Chicago Bulls. La meilleure progression, c'était plus 25, et c'est l'année où les Bulls signent ce fameux record de 72 victoires quand Jordan est revenu en cours de saison précédente. Donc c'est quand même pas rien ce que viennent de faire les Bulls. 24 victoires de plus que la saison précédente pour atteindre les playoffs non seulement,
mais l'avantage du terrain en playoff, parce qu'il termine 4ème de la conférence Est, c'est quand même assez exceptionnel. Et malgré tout, la fin de saison est marquée par pas mal de, de blessures déjà de Luol Deng qui se blesse fin mars et qui met un terme à sa saison et ne jouera pas les playoffs. Et Eddie Curry va également louper les playoffs parce que on va lui détecter une anomalie au niveau des battements de son cœur. Et il va subir plusieurs tests et par précaution pour éviter voilà des trucs trop lourds, ils ne vont pas le faire jouer pour la fin de saison et aviser pendant l'été. Donc évidemment Eddie Curry, meilleur scoreur de l'équipe, qui va louper le retour en playoff, ça arrange pas les choses pour Chicago qui retrouve Washington. Et il faut savoir que entre Chicago et Washington, tout au long de la saison, ça a été très tendu entre ces deux équipes-là. En pré-saison, les deux équipes se sont affrontées et c'est parti en baston. Parce qu'en fait, sur un lay-up, ça se bouscule avec Nocioni, Antonio Davis, Eddie Curry. Enfin bref, ça se rentre dedans et ça part en baston général. D'ailleurs, Antonio Davis et Eddie Curry étaient suspendus pour les 2 premières journées de la saison régulière. Enfin bref, c'était vraiment parti en vrille à ce moment-là. Et après, tout au long de la saison, quand les deux équipes s'affrontaient, il y avait beaucoup de trash talk, beaucoup de tension. Gilbert Arenas qui a fait une saison extraordinaire. Et qui est jamais le dernier pour ouvrir sa gueule, tu vois, toujours il en remet un taquet aux Bulls dès qu'il peut, mais voilà, il est pas le seul du côté des Bulls. Voilà, pareil, Tyson Chandler, Eddie Curry, ils en mettent aussi, donc voilà, c'est dans ce climat un petit peu tendu que les deux équipes se retrouvent en playoff. Mais voilà, ces deux équipes, voilà, qui n'avaient pas retrouvé les playoffs depuis très longtemps, donc voilà, les deux équipes assez jeunes aussi, parce que c'est le cas aussi pour Washington, beaucoup de jeunes joueurs dans l'effectif. Voilà, c'est des équipes assez similaires dans le profil à ce niveau-là, tu vois, beaucoup de jeunesse, beaucoup de fougue, et voilà, on retrouve les playoffs après des années sans y avoir été. Donc, voilà, Chicago a cet avantage du terrain en étant 4ème pour ce retour en playoff. Ben Gordon a été élu, et c'est une première, et ça a jamais été refait depuis. Pour la première fois de l'histoire, il est élu meilleur 6ème homme alors que il est rookie. Ça n'a jamais été fait avant, ça n'a jamais été fait ensuite. Il a inscrit 10 points ou plus dans les 4e quart-temps à 21 reprises. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait mieux cette saison-là en NBA, un certain LeBron James. Donc ça vous place quand même la performance de Ben Gordon cette saison-là. Mais bref, donc au niveau des playoffs, un joueur qui va vraiment éclater et vraiment prendre de l'ampleur à ce moment-là au niveau des Bulls, c'est Andres Nocioni. Parce que voilà, avec cette combativité, ce jeu rugueux, cette détermination tout le temps, voilà, dès le premier match des playoffs contre Washington, il est vraiment à fond. Il claque 25 points et 18 rebonds. Il est présent défensivement, mais absolument partout. Il aide à défendre sur Arenas, qui lui est limité à 9 points sur ce match-là, à 3 sur 18 au tir. Pendant que Ben Gordon, lui, va claquer 30 points. Et les Bulls vont gagner ce premier match. Voilà, pour leur retour en playoff, les Bulls s'imposent dans ce match-là et vont même gagner le deuxième, malgré voilà, le réveil de Gilbert Arenas qui ce coup-là va en claquer 39. Mais en face, t'as un certain Kirk Henry qui va être phénoménal avec 34 points, 5 sur 5 à 3 points, 12 sur 15 au tir sur ce match-là. Absolument phénoménal. Et les Bulls vont mener 2-0 dans cette série, ce qui est quand même assez invraisemblable quand on y pense, même si bon, il y a l'avantage du terrain, mais voilà. Ces deux équipes qui sont quand même très très proches, et Gilbert Arenas et voilà, et All-Star signent une super saison, et de mener 2-0 dans cette série, c'est quand même pas anodin. Bon, malheureusement ça va pas beaucoup enfin ça va pas aller beaucoup plus loin pour les Bulls dans cette série. Au match 3, pourtant, la première mi-temps est très équilibrée à Washington. Chicago est vraiment dans le match, mais va s'effondrer sur la deuxième mi-temps, subir des gros runs et avoir du mal à contenir les assauts d'Arenas, mais aussi un joueur comme Anton Jamison. Enfin bref, voilà, il y a quand même beaucoup de répondants dans cette équipe de Washington, et l'absence de Curry fait mal, parce que t'as pas vraiment de joueur intérieur capable de mettre beaucoup de points pour aller emmerder Washington inside. Donc du coup c'est un petit peu plus compliqué quand t'as pas cette option là offensive. Donc du coup c'est surtout voilà, Kirk Henry, Ben Gordon, Nocioni, Luol Deng, mais voilà, c'est plus des joueurs extérieurs que vraiment intérieurs, et du coup c'est un petit peu plus prévisible pour Washington pour lire le jeu adverse, savoir ce qu'ils vont faire. Donc du coup là, ils n'ont pas besoin d'avoir une super défense intérieure.
Et donc du coup c'est vrai que Chicago vit et meurt plus ou moins par son shoot extérieur, et du coup voilà, comme c'est quelque chose d'assez à géométrie variable, du coup c'est voilà, des soirs oui, des soirs non. Et donc sur ce match-là, Washington va s'imposer assez aisément sur ce match 3 et revenir un petit peu dans la série, en s'imposant de 18 points. Et au match 4, par contre, c'est autant dans le match 3, Chicago était bien en première mi-temps et s'est effondré, autant là au match 4, d'entrée, ça a été absolument catastrophique. Il y a moins 14 dès le premier quart-temps, moins 24 à la pause, et par la suite, ça va être un peu mieux parce que bon, Washington se relâche un petit peu aussi. Et puis au final, ce sera seulement 7 points d'écart, mais malgré tout, une défaite pour ce match 4 et la série qui revient à 2 partout. Avant un match 5 à Chicago absolument fou, mais totalement fou. Enfin, surtout la fin, parce que c'est vrai que sur l'ensemble du match, Washington est devant, prend largement de l'avance. Ils mènent de 14 points à la mi-temps, ils seront à plus 22 à un moment dans le match, et il y a encore 10 points d'avance pour Washington à 41 secondes du terme de ce match. Et puis là, ça va être la folie, avec notamment un homme, Jannero Pargo, dont on n'a pas parlé du tout jusqu'ici, mais il faut dire qu'il a eu très peu l'occasion de faire parler de lui. Il est arrivé dans l'équipe en cours de saison précédente avec des 10-day contracts, et puis au final ils l'ont gardé pour la fin de saison. Ils l'ont gardé pour cette saison-là, et puis même s'il jouait très peu, voilà, il n'a pas eu beaucoup l'occasion de se mettre en évidence. Ça reste un joueur, voilà, 8, 9, 10e choix dans la rotation, pas un joueur qui cartonne énormément. Mais voilà, un bon shooter, et sur ce match-là, il avait même pas joué le match 1 de la série. Son temps de jeu est très faible sur le reste de la série, mais voilà, sur cette fin de match 5, il va apporter un grain de folie absolument phénoménal. Donc, 41 secondes au chrono, 10 points de retard à domicile face à Washington. Remise en jeu, hop, tout de suite on décale Pargo dans le corner, boum, 3 points. Ensuite ils font faute directe sur Arenas pour couper le chrono et l'envoyer au lancer, et il loupe les deux. Derrière, hop, remise en jeu, on remonte le terrain, Jannero Pargo, tête de raquette, boum, 3 points. Et ensuite, voilà, on refait faute pour envoyer Anton Jamison, cette fois au lancer franc. Il loupe le premier, et là ça commence à partir en vrille dans l'United Center, ça commence à partir fou. Il met le deuxième, bon. Derrière, Kirk Henrik, décalé à 3 points, boum, ficelle, encore un 3 points. Il n'y a plus que 3 points d'écart, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a plus que 2 points, pardon. Et là, on renvoie encore les Wizards au lancer. Cette fois, c'est Larry Hughes qui fait 1 sur 2. Donc, il met les siens à plus 3. Kirk Henrik est envoyé au lancer. Cette fois-ci, ils se disent, les Wizards, bon, on va pas les laisser shooter à 3 points. Ils sont en train de tous les mettre. Donc, il y a 3 points de retard. Kirk Henrik est au lancer. Il loupe le premier. Il loupe le deuxième. Mais il récupère le rebond offensif. Il ressort. Pargo, 3 points. Boum, ficelle. Égalité. 108, il reste 5 secondes au chrono sur ce match absolument, mais de folie furieuse, avec évidemment l'ambiance playoff et tout, United Center. Je vous laisse imaginer le carnage absolu que ça a été. Mais bon, voilà, dernière possession pour les Wizards, 108, il reste 5 secondes, balle à Gilbert Arenas, tête de raquette, qui pénètre face à Kirk Henrik et qui met le buzzer, malheureusement. Mais voilà, c'est vrai que ce match-là, ça a fait passer par toutes les émotions. Tu te dis, ouais, c'est bon, c'est mort, à 40 secondes, 10 points de retard, on va pas y arriver. Et puis voilà, t'égalises, il reste 5 secondes, tu te dis, oh putain, et puis derrière, tu te prends le dagger, le crève-cœur de Gilbert Arenas. Et c'est vrai que pour le coup, ça aurait été un crève-cœur pour les Bulls, parce que dans le match 6, tu sens qu'ils y sont plus, quoi. Même si, tu vois, ils résistent quand même, ils continuent de lutter et s'offrir une chance, ils sont à plus 4 points à quelques minutes de la fin. Mais sur les 3 dernières minutes du match, ça va être, ils vont totalement s'écrouler, ils vont plus mettre un panier. Washington va repasser devant. Il y a 3 points de retard sur la dernière possession. Nocioni tente un 3 points pour égaliser, il le loupe. Tyson Chandler prend le rebond offensif, mais au lieu de ressortir, tu vois, là sur le coup, il a plus réfléchi, moment de panique ou je sais pas. Mais au lieu de ressortir sur un autre joueur à 3 points, il tente un lay-up et en plus il le loupe, et derrière Washington récupère la balle et termine le match et la série en s'imposant 4-2 sur la série, et en s'imposant sur ce match-là. Et
Et donc ça s'impose au United Center sur ce... Non, non pas au United Center, le match 6 c'était à Washington. Mais voilà, malgré être mené 2-0, il gagne les 4 matchs suivants et s'impose dans cette série. Et c'est vrai que pour les Bulls, les fins de match 5 et 6 auront été assez dramatiques. Mais malgré tout, voilà, sur l'ensemble de la saison, voilà, tu as commencé par 9 défaites pour débuter la saison régulière. Derrière ça, 47 victoires au final, la 4e place de la conférence Est. Ben Gordon, donc on l'a dit, qui est élu meilleur 6e homme en tant que rookie, ce qui a jamais été fait avant, ce qui a jamais été fait ensuite. Des joueurs comme Kirk Henry qui affirment leur leadership. Tyson Chandler, Luol Holding, Nocioni, Chris Dion, voilà, t'as quand même une super base, la progression a été fabuleuse sur cette saison, donc il y a quand même énormément de motifs de satisfaction pour la suite des événements, même si pendant l'été il va quand même se passer des choses assez étranges, avec notamment Eddie Curry, parce que le pauvre, donc du coup il a eu ses soucis au cœur, et malgré qu'il soit déclaré apte par plusieurs médecins, John Paxson est un petit peu inquiet et veut lui faire passer plus de tests, et notamment un test ADN, ce que lui refuse, Eddie Curry, il refuse absolument, et ça va créer beaucoup de polémiques aux Bulls pendant tout cet été-là. Tu vois, même s'ils n'ont pas eu de tour de draft, ils n'ont pas eu de pick de draft à l'été 2005, parce que voilà, ils l'ont envoyé dans le trade pour Luol Deng. Mais bref, ouais, même sans pic de draft, les Bulls trouvent le moyen d'avoir énormément de polémiques cet été-là, parce que voilà, en plus Eddie Curry est en fin de contrat, donc les Bulls se disent, si on veut investir beaucoup d'argent sur lui et lui proposer un gros contrat, on veut le maximum de garanties, ce qui est quand même normal. Et John Paxson, pour expliquer un petit peu tout ça, évoque aussi le cas de 2 joueurs qui sont morts en faisant une crise cardiaque sur le parquet dans les années 90, alors qu'ils étaient dans leur vingtaine, ils avaient 27 et 23 ans à cette époque-là. Donc 2 cas voilà, qu'il n'a pas envie de revoir et de revivre. Eddie Curry, lui, est réticent à faire des tests supplémentaires parce qu'il a un petit peu peur, suivant les résultats, qu'il ait à mettre un terme à sa carrière. Donc du coup, ben, c'est un petit peu... voilà, c'est un peu choc frontal entre Eddie Curry d'un côté et les Bulls de l'autre côté. Et au final, la décision est prise de lui faire un sign and trade. Donc il le signe et il le trade directement aux Knicks. Donc il est envoyé à New York en compagnie d'Antonio Davis contre Mike Sweetney, Tim Thomas. D'ailleurs c'est marrant parce que Tim Thomas était une des cibles des Bulls à l'été 2001 quand il voulait signer des gros free agents, il n'a jamais voulu venir. Et donc il se retrouve aux Bulls, mais il est blessé, il va jouer que 3 matchs, il sera coupé dans la saison. Et aussi donc des tours de draft et Jermaine Jackson qui sera coupé dans la foulée. Donc bref, voilà, c'est la fin de Eddie Curry au Chicago Bulls. Avec voilà, ça se termine un petit peu en eau de boudin avec ses soucis de santé, etc. Même si voilà, derrière il aura joué plusieurs saisons aux Knicks. Il a même fait une saison à 20 points par match une fois à New York, il sera le meilleur scoreur de l'équipe, etc. Enfin bref, voilà, les Bulls avec l'incertitude au niveau de sa santé à ce moment-là préfèrent ne pas prendre de risques et donc le trade à New York. Mais du coup, comme ils avaient également Tyson Chandler en fin de contrat et qu'ils ne savaient pas lequel des deux blinder, parce qu'ils n'avaient peut-être pas forcément l'argent pour blinder les deux, bah du coup c'est Tyson Chandler qui hérite du gros contrat et il signe un contrat de 63 millions pour 6 saisons à ce moment-là. Donc c'est le principal move de l'été pour les Bulls qui, on le rappelle, n'avaient pas de pick de draft. Perd Eddie Curry, récupère Mike Sweetney dans le trade avec Eddie Curry à New York. Et après, bah, c'est quelques free agents voilà, sans grande envergure, hein, des gars comme Malik Allen ou Darius Sangaila, le Lituanien, pour compléter l'effectif, mais pas de move voilà, de grosse envergure. On repart sur les bases de la saison précédente avec voilà, des joueurs comme Luol Holding, Ben Gordon, Kirk Henry, Nocioni, Tyson Chandler, Chris Dion. Voilà, c'est la base de cette équipe-là à ce moment-là. Et dès le premier match, ça va être absolument carnage. Donc on est le 2 novembre et les Bulls reçoivent les Charlotte Bobcats. Et il y a moins 21 à l'entame du 4e quart. Il y a moins 21. Les Bulls se font pulvériser par les Charlotte Bobcats, quoi. Les Charlotte Bobcats.
Et là, ça va être de la folie furieuse dans ce match-là. Le dernier match United Center, c'était le match 5 des playoffs où il y a eu ce comeback de fou furieux à la toute fin, même si au final ils ont perdu le match. Et là, le retour, le match suivant, donc premier match de saison régulière, un carnage pas possible avec un comeback de fou furieux aussi. Donc voilà, les Bulls débutent le quatrième quart-temps avec 21 points de retard dans ce match. Ils ont même moins 23 parce que Charlotte marque le premier panier du quatrième quart. Et derrière, ça va être la folie furieuse avec des 3 points dans tous les sens. Eric Piatkowski, Ben Gordon, et surtout une défense beaucoup plus resserrée pour provoquer des passages en force, des violations des 24 secondes. Enfin bref, voilà, vraiment faire déjouer Charlotte qui est complètement à la rue sur ce dernier quart-temps. Et Chicago revient voilà, au fil des possessions avec un 3 points de Darius Songaila qui égalise dans les dernières secondes de ce match, quoi. Alors que voilà, il y avait quand même 23 points de retard au début du quart, quoi. 30-9 pour les Bulls dans le quatrième quart pour égaliser dans ce match et obtenir une prolongation pendant laquelle ils vont s'imposer 109-105 et remporter ce premier match, mais dans une folie indescriptible. Un match en plus que n'a pas joué Kirk Henry qui était blessé. Et derrière il revient, mais par contre voilà, les Bulls vont avoir un petit peu de mal à décoller dans ce début de saison régulière. Donc après cette victoire, il y a 2 défaites, 2 victoires, 3 défaites, 4... enfin bref, c'est un petit peu voilà, c'est un peu en dents de scie, ça a du mal à décoller. L'équipe est vraiment très irrégulière. Ils sont capables de perdre de 28 points sur le parquet des Pistons un soir et le lendemain ils gagnent de 32 points sur le parquet de Boston. Enfin bref, c'est un jour oui, un jour non. C'est vraiment, tu sais pas à l'avance à quoi t'attendre avec cette équipe. Après ces 10 victoires contre Boston, ils sont à 12 victoires, 11 défaites. Donc c'est vraiment voilà, les montagnes russes. Mais par contre derrière, ils vont en perdre 8 de suite et là ça va commencer un petit peu à chuter. Il y a beaucoup de... Enfin, et dans cette série de 8 défaites, il y en a 5 à domicile. L'équipe a vraiment du mal à retrouver ce grain de folie de la saison précédente. Scott Skiles va... Plein de fois tout au long de la saison, il va modifier ses 5 de départ et ses systèmes pour essayer de bouger les choses, tu vois, de faire en sorte qu'il y ait du changement, de secouer un peu l'équipe. Et à ce moment-là, donc après la victoire contre Boston, enfin après les 8 défaites de suite, pardon, il va décider de modifier encore une fois son 5 de départ en sortant Nocioni qui était titulaire depuis le début. Il va le sortir et il va essayer de modifier un petit peu tout ça. Et il y aura quelques victoires à ce moment-là. Plus 29 contre Memphis, plus 14 contre Milwaukee. Et à ce moment-là, Kirk Henry va commencer à vraiment prendre beaucoup plus d'ampleur. Il est quand même dans sa 3e saison. Il est capitaine de l'équipe depuis la saison précédente. Et voilà, il prend vraiment de plus en plus de poids dans le leadership de l'équipe. Et puis voilà, au niveau des stats, voilà, il se met un petit peu à cartonner. Il signe un match à 25 points, 5 rebonds, 11 passes contre Toronto. Un match à 17 points, 8 rebonds et 17 passes décisives dans une défaite contre Minnesota. 17 passes décisives, c'est son record. Et derrière, il va continuer à vraiment voilà, enchaîner les bonnes stats et le leadership. Mais malgré tout, tu vois, avec l'absence d'Eddie Curry qu'on avait remarqué en playoff la saison précédente et aussi là vu qu'il est plus là, les Bulls ont vraiment du mal à avoir un apport régulier au niveau des points à l'intérieur, quoi. Parce que Mike Sweetney il est capable de mettre quelques points, mais c'est pas un scoreur, voilà, il va mettre 6-8 points par match, pas plus. Tyson Chandler c'est surtout un profil défensif. Othello Harrington, enfin bref, au niveau des défenseurs, enfin au niveau des joueurs intérieurs, voilà, c'est surtout des profils défensifs et pas des joueurs capables de scorer. Et du coup, Eddie Curry qui était le meilleur scoreur la saison précédente, là il y a beaucoup moins de points à l'intérieur pour l'équipe et c'est vraiment problématique. Alors Luol Deng va petit à petit, voilà, en plus il va être au fil de la saison, il va être décalé poste 4 alors qu'au départ il jouait beaucoup plus poste 3, donc il va beaucoup plus jouer près du cercle et enchaîner les matchs où il va marquer plus de points près du cercle. Mais même ça, même s'il signe de bonnes stats à ce moment-là, mais quelques cartons, ça va pas aider encore les Bulls à décoller. Et en fait, c'est quand il va être vraiment mis en poste 4 avec le retour de Nocioni dans le 5 de départ, mais en poste 3, que ça va vraiment se mettre à décoller. Parce que donc les Bulls,
se retrouve avec un bilan qui est vraiment pauvre de 29-39. Il reste à ce moment-là 14 matchs et les playoffs semblent loin. Mais voilà, Scott Skiles tente un dernier coup de poker, il remet Nocioni dans le 5, il le met en poste 3, il décale Luol Deng en poste 4. Et là, Nocioni, il va cartonner, il va enchaîner les doubles-doubles déjà. Il va faire des matchs mais absolument monstrueux. C'est du 26 points 10 rebonds contre Orlando, c'est 24 points 11 rebonds contre Charlotte, 21 points 13 rebonds contre Philadelphie et 20 points 17 rebonds contre New Jersey par exemple. Et les Bulls sur les 14 matchs restants vont signer 12 victoires, 2 défaites et grimper au classement au point d'aller chercher la 7ème place de la conférence Est avec un bilan final de 41 victoires, 41 défaites. Donc une régression par rapport à la saison précédente, mais ils arrivent quand même à arracher les playoffs alors qu'à 14 matchs de la fin, ça semblait mais totalement improbable. Enfin, il aurait fallu un miracle et il y a eu ce miracle avec 12-2 sur les 14 derniers matchs pour aller chercher cette qualification un petit peu inespérée dans le sillage d'un Nocioni absolument monstrueux sur la fin, un Luol Deng lui aussi très présent. Kirk Henrik évidemment, Ben Gordon, mais voilà, avec un petit peu plus de points inside grâce à ces joueurs-là qui jouent plus près du cercle, même si ça compense pas totalement la perte d'Eddie Curry, ça permet d'un petit peu varier un peu les options offensives parce que voilà, comme on l'avait vu aussi contre Washington, sans point d'ancrage intérieur à qui donner le ballon, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un jeu beaucoup plus varié. Ça reste une équipe qui vit et meurt par le shoot extérieur et donc voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est pas très viable quoi, d'un soir à l'autre. C'est pour ça aussi que l'équipe était très irrégulière, parce que voilà, tu peux pas toujours shooter à 40-45% à 3 points. Donc il y a des soirs où ça rentre pas et du coup c'est beaucoup plus difficile pour s'imposer. Mais toujours est-il que voilà, les Bulls trouvent un certain équilibre sur la fin de saison et arrachent les playoffs un petit peu voilà, au dernier moment et se retrouvent face à Miami. Miami, c'est Shaquille O'Neal, c'est Dwayne Wade surtout, qui a réalisé une saison absolument extraordinaire. Et puis, du coup, pour essayer de limiter au maximum l'impact de Shaquille O'Neal, Scott Skiles modifie encore son 5 pour le début des playoffs, avec Malik Allen dans le 5 de départ avec Mike Sweetney pour essayer voilà, au maximum de contenir Shaq, même si on sait évidemment que c'est une mission pas impossible, mais extrêmement compliqué quand même. Et d'ailleurs, Shaq va malgré tout signer un très très gros premier match avec 27 points, 16 rebonds, 5 contre, pendant que Dwayne Wade en claque 30. Donc c'est un petit peu compliqué malgré le super match de Nocioni encore, qui lui, lui à chaque fois que c'est les playoffs, lui il se réveille, il est encore 10% en plus qu'en saison régulière où il est déjà énorme. Là il tape 18 points, 16 rebonds sur ce match 1 à Miami, il fait de super efforts. Mais malheureusement, ça ne permet pas aux Bulls de s'imposer sur ce match-là. Ben Gordon qui avait mis 30 points aussi sur ce premier match, mais voilà, ça a pas suffi. Et au match 2, même si Miami, voilà, au niveau de Shaq et Wade, il y a un apport évidemment conséquent, mais c'est le banc. C'est surtout le reste des titulaires avec des mecs comme White Chocolate, Jason Williams, dont on a déjà parlé. Antoine Walker aussi qui cartonne sur ce match-là. James Posey, enfin bref, voilà. Le danger vient de partout dans cette équipe de Miami. Et comme il y a des défenses focalisées sur Shaq ou sur Dwayne Wade, voilà, les autres profitent de shoot ouverts pour nous cartonner. Et c'est vrai que sur ce match-là, notamment, ça a été assez flagrant. Donc du coup c'est difficile de trouver la bonne formule pour les Bulls pour rebondir, parce que tu te retrouves à 2-0, hein, tu as perdu les 2 premiers matchs à Miami, et logiquement parce que Miami est vraiment une équipe qui est au-dessus, hein, et d'ailleurs spoiler alert, ils vont gagner le titre quelques semaines plus tard, donc pour essayer de les contrecarrer, le plan que Skiles met en place, c'est de jouer up tempo, de jouer beaucoup beaucoup plus vite pour attaquer le cercle, voilà, dès que possible, rapidement dans la possession, aller au cercle le plus vite possible pour éviter voilà, le retour défensif de Shaq ou des autres intérieurs, pour les prendre de vitesse et aller attaquer le cercle. Et ça va marcher sur les matchs à Chicago. Dans le match 3, Shaq est limité à 8 points, il n'aura pas beaucoup de tirs, et puis en plus, voilà, comme il commence à prendre un petit peu de l'âge et qu'il est un petit peu plus lent, voilà, dès que les Bulls accélèrent, ils prennent de vitesse et ils attaquent le cercle avant que lui ait le temps d'aller se replacer.
Et au final, bah, ça donne une victoire assez relativement large quand même, hein, 109,90 plus 19 face à cette équipe-là de Miami, c'est quand même pas anodin. Avec Kirk Henry qui met 22 points, Ben Gordon qui en met 24, Lou Holden qui en met 21 en sortie de banc, Notchuni en met 19. Donc voilà, le danger est venu de partout de la part des Bulls dans ce match-là. Et puis au match 4, c'est un petit peu la même formule, voilà, et vraiment essayer d'aller à fond la caisse, attaquer le cercle, provoquer des lancers et faire en sorte que voilà, battre la défense avant qu'elle se mette en place. Et les Bulls vont gagner ce match 4 également, bon, sur une beaucoup plus petite marge, hein, 93-87 si je me souviens bien, mais revenir à 2-2 dans cette série, ce qui est quand même très très fort face à une équipe de Miami aussi solide. Malheureusement, bon, ça va pas aller bien plus loin, hein, le match 5, c'est le Dwayne Wade Show, notamment à la fin, parce que sur ce match-là, on est quand même au coude à coude, ça lutte beaucoup sous les deux paniers, ça se répond évidemment, voilà, mais la défense de Miami sur l'ensemble du match va faire la différence, parce que les Bulls vont être limités à 78 points, à 34,7% au shoot sur l'ensemble du match, mais c'est la fin de match de Dwayne Wade qui va être absolument phénoménale. Au début du quatrième quart-temps, les deux équipes sont à égalité. Il va inscrire 9 points de suite avec des end-one, avec des paniers clutch dans tous les sens. Il va faire la différence, il va creuser l'écart et à ce moment-là, ben, Chicago va s'incliner de 14 points au final. Donc Wade aura vraiment fait la différence pour son équipe sur ce match-là, sur cette fin de match. Et derrière, ben, sur le match 6, ça suffira pas. Au United Center, Shaquille O'Neal signe un match à 30 points, 20 rebonds. Voilà, il profite encore une fois, comme on l'a déjà pas mal souligné, du manque de répondants à l'intérieur, parce que voilà, Chandler, Sweetney, tout ça, c'est des bons joueurs défensifs, mais voilà, le problème c'est que ils essayent de limiter Shaq comme ils peuvent, mais de l'autre côté, comme il marque pas beaucoup de points, ben Shaq il se repose un petit peu en défense quand c'est sur jeu placé en 1 contre 1 face à Chandler ou Sweetney, bon bah il a pas grand chose à faire, donc du coup bah de l'autre côté dès qu'il a la balle près du cercle, bah c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour l'arrêter. Il est en forme, donc bah voilà, il signe une énorme performance sur ce match 6 et il permet aux siens de s'imposer 4-2. Et derrière, Miami va évidemment aller chercher le premier titre de son histoire après ça. On remarque quand même qu'il y a beaucoup de fois dans l'histoire où les Bulls sont éliminés par une équipe qui va ensuite aller gagner son premier titre. C'était déjà le cas de Portland dans les années 70. Enfin, il y en a eu d'autres comme ça au fil des ans. Voilà, ils battent les Bulls et ensuite ils vont chercher leur premier titre comme ça. Donc, enfin bref, Golden State aussi. Enfin bref, il y en a eu d'autres. Donc voilà, les Bulls, malgré tout, sortent d'une saison qui aurait été malgré tout mouvementée avec la perte d'Eddie Curry au début. Une saison qui aurait été agitée et très irrégulière pour finalement signer un gros run sur la fin, retourner en playoff quand même. Mais voilà, on sent que si les Bulls veulent reprendre une marche en avant et s'inscrire dans la continuité, aller en playoff tous les ans, il faut du renfort à l'intérieur, un mec capable de scorer. Un joueur dans le profil d'Eddie Curry peut-être, mais un mec voilà, qui est capable de jouer intérieur, de scorer et d'être une menace tous les soirs. Et on va se rendre compte dans la prochaine vidéo, parce que là on va terminer celle-ci, que le choix que les Bulls vont faire à l'été 2006 va être assez étrange, pour le moins. On en parlera évidemment dans la prochaine vidéo qui arrivera très très bientôt, hein. On va aller faire de manière plus régulière là, les prochaines, donc on se retrouve très très bientôt pour la suite des aventures des Chicago Bulls et ce fameux choix contestable, on va dire, pour le prochain pivot de l'équipe. Donc bref, d'ici là, hein, continuez voilà, de bien vous porter, restez en bonne santé, et puis bah, voilà, nous on se retrouve encore une fois très très bientôt. Go Bulls, à bientôt.